Quelle est la contribution de l'Afrique dans les émissions de gaz à effet de serre? Aujourd'hui, c'est autour de 5%. Vous avez des pays entiers carrément, comme la Chine, avec un taux beaucoup plus élevé par rapport à celui qui est celui de l'Afrique. Les États-Unis également. Donc l'Afrique a une responsabilité qui est mineure en termes d'émissions, en termes de réchauffement climatique. Mais l'Afrique est le continent, en même temps c'est le paradoxe, et c'est là aussi le problème. L'Afrique est le continent le plus fragile en termes d'adaptation, parce qu'il manque, comment dirais-je, il nous manque de moyens efficaces pour faire face à ce défi-là. Donc voici où nous posons le problème déjà au niveau continental. Et vous savez que pour le cas du Niger, c'est-à-dire que 2 tiers pratiquement du pays, du territoire, sont couverts par le désert. C'est quelque chose de dramatique encore une fois. Et le désert est en progression, le lac Tchad est en voie d'extinction, le fleuve Niger également. Parce que la conséquence globale du réchauffement climatique ici, c'est aussi l'évaporation la diminution, bon, par l'évaporation des eaux douces. Alors, nous avons une responsabilité maintenant de penser le développement non dans cette logique de mimétisme, de suivisme d'une expérience, en l'occurrence l'expérience européenne à la base, occidentale beaucoup plus largement, comme je le disais tantôt. Et c'est pourquoi donc la notion de développement exige qu'on ajoute cet aspect-là de durable. Développement durable, la différence c'est que là on pense le développement en intégrant des éléments comme l'environnement, aussi dans cette logique-là de parvenir à quelque chose sans compromettre la situation des générations futures. C'est de l'ordre de l'éthique. L'éthique ici est distinctement de la morale, celle des lois, celle des injonctions. Mais l'éthique ici, là je suis proche de quelqu'un qui s'appelle Paul Ricoeur, l'éthique dans la dimension plutôt téléologique de la finalité. C'est-à-dire qu'au nom de quelque chose, on agit d'une certaine manière. Voici. Donc lorsqu'on parle de développement durable, nous sommes dans une conscience éthique, même si on ne le dit pas beaucoup, toujours. Et maintenant, en parlant d'éthique aussi, nous avons toujours ce souci-là d'un jeu d'altérité qui se fait à notre niveau. Pour le Niger, par exemple, vous allez remarquer que dans la devise, qui est fraternité, travail, progrès, avant le progrès, il y a quelque chose qui s'appelle le travail. Parce qu'on ne parvient pas au progrès, au développement sans le travail. Mais avant le travail, vous avez quelque chose qui s'appelle la fraternité. C'est-à-dire le travail dans la fraternité pour parvenir à ce que nous appelons le progrès. Le travail sans la fraternité est un travail qui est problématique parce qu'il manque d'éthique, parce qu'il manque aussi de souci de la collectivité. Et le progrès sans signification, sans objectif, sans finalité, est mutilé encore une fois, il est problématique. C'est pourquoi c'est le travail dans la fraternité pour le progrès. Et la notion de fraternité ici, pour des Nigériens, pourquoi c'est important? Je vous donne l'exemple de l'expérience japonaise un peu avant la Première Guerre mondiale. Le Japon était en ce moment-là parmi aussi les pays que nous appelons aujourd'hui, que beaucoup osent appeler pays en voie de développement. D'ailleurs, cette notion de passage, je rappelle qu'il faut l'exclure du discours. Le développement, fondamentalement, c'est un mouvement. Il n'y a pas, lorsque vous parlez de pays développés, de pays sous-développés, on a l'impression à un certain moment qu'il existe une frontière au-delà de laquelle il y a le développement et en deçà de laquelle on parlerait de sous-développement. C'est faux comme représentation. Le développement est un mouvement.
Et nous sommes tous dans ce mouvement-là. Et à chaque moment, c'est semblable même, je dirais, à la nature humaine dans sa dimension biologique. Il y a une modification des cellules. Donc, il faut évacuer cette notion de pays sous-développé. On peut peut-être parler de pays moins équipés en termes d'infrastructures. Mais nous sommes beaucoup plus développés, l'Afrique de manière générale, sur certains éléments qui sont liés au développement que les pays globalement, les pays dits du Nord, donc les pays développés. Aujourd'hui, même le business, quand on en parle, qui est une manifestation très forte du développement, aujourd'hui on parle de social business. Donc c'est le business qui intègre la dimension sociale. Aujourd'hui encore, vous allez voir que dans les entreprises, il y a toujours, on a un rapport au coaching, il y a un accompagnement, on parle de développement personnel. Et le développement personnel, c'est l'autre nom de l'humanité dans son expression primitive. Et l'expression primitive de l'humanité, elle n'est pas toujours négative, elle est belle aussi. Parce qu'il y a la conscience de l'autre, il y a un souci de paix, il y a un souci, voire de spiritualité. Parce que souvent c'est ça. Et c'est très important pour une entreprise d'avoir cette conscience-là. Vous avez aujourd'hui aussi une explosion de pratiques ou bien de réglementation relativement à la question éthique. Il y a des entreprises éthiques, des entreprises considérées souvent comme non éthiques. Donc tous ces éléments-là posent la question ou nous mettent devant la question de la finalité, la question du sens du développement. Et c'est là que nous sommes dans la cohérence, à la fois par rapport à ce que nous cherchons, mais aussi par rapport à ce que nous sommes, humainement parlant. Donc, j'ai un autre point aussi qui me semble important. Lorsque nous parlons toujours du Niger, je parlais tout à l'heure de l'expérience européenne, plutôt japonaise. Qu'est-ce que les Japonais ont fait à un certain moment? Ils se sont donnés comme objectif de parvenir à un niveau de développement similaire à celui de l'Occident. On a puisé dans quelque chose qui était une doctrine, la doctrine samouraï. Et en termes de moyens, on a puisé sur les forces ou dans les forces locales, les ressources humaines locales. On n'a pas basé cette philosophie du développement dans une sorte de mendicité financière, comme c'est le cas aujourd'hui au niveau de l'Afrique. Chaque fois j'en parle, je parle de l'Union africaine comme étant le symbole de l'unité africaine, le symbole de l'intégration régionale africaine. Mais l'Union africaine, paradoxalement et malheureusement, est soutenue financièrement par l'extérieur. Donc, de quelle intégration parlons-nous? En 1980, vous connaissez peut-être ce qu'on appelle le plan d'action de Lagos. C'était une forme de panafricanisme économique. On s'est rendu compte que les premières expériences depuis les indépendances ont été négatives, en tout cas d'après le bilan qui en a été fait. Puis on s'est dit que bon, là nous mettons en place une conception économique au niveau africain. Et c'est une conception qui est conçue par des Africains. Mais malheureusement, le financement de ce plan devrait venir de l'extérieur. Quelques années après, il s'est effondré. Aujourd'hui, vous avez aussi beaucoup de programmes. D'ailleurs, en réponse à cet échec-là, on a eu une invasion des programmes, comment on les appelle, les programmes d'aménagement structurel qui étaient qui ont été mis par les deux institutions financières, la Banque mondiale et le FMI. Et malheureusement,
nous sommes entrés dans une sorte de prison au nom de ce que nous avons voulu pour nous-mêmes, c'est-à-dire le développement. Donc, les Japonais, ce qu'ils ont fait, contrairement à l'Afrique, c'était de compter sur les forces qui étaient les forces locales et surtout sur une conviction. C'est le deuxième aspect du développement. En plus des moyens, il vous faut donner du sens. Il faut poser la question du pourquoi. C'est là que la volonté peut s'exprimer dans toute sa force. Sinon, c'est impossible. Aujourd'hui, par exemple, au niveau politique, lorsque nous parlons du panafricanisme, etc., on essaie de puiser sur une dimension parfois qui est métaphysique, pour certains courants du panafricanisme, ou identitaire tout simplement. Nous avons une histoire qui est commune, et au nom de cette histoire, où nous avons une couleur parfois commune, au nom de cette couleur, au nom de cette identité, on s'engage pour quelque chose. Donc, l'être humain, l'être politique, il a toujours besoin de quelque chose qui est au-delà, qui est de l'ordre de l'idéologie pour agir. Alors, le défi pour nous aujourd'hui, aussi bien au niveau africain qu'au niveau nigérien, c'est celui-là. D'abord, de poser la question du sens. Pourquoi on se bat pour telle chose? Et c'est seulement lorsqu'il y a quelque chose de solide, relativement au sens, que les moyens et aussi que le sacrifice est à la mesure de l'objectif visé. La fraternité, donc, pour nous, nous renvoie forcément à discourir sur l'identité nigérienne. Qu'est-ce que c'est être nigérien aujourd'hui? Ensuite, dans cette fraternité, on travaillera pour parvenir à ce que nous appelons le développement. Deuxième partie, peut-être de mon intervention, c'est la question des moyens. Je ne vous dirai pas beaucoup de choses à ce niveau-là. J'ai une vision personnelle de la société aujourd'hui en termes de développement, surtout pour le cas africain. Vous pouvez tous être là, avec des bacs plus 8, des bacs plus 5, etc. On n'est pas toujours plus diplômé que tout le monde. On a ces diplômes-là également, on fait des conférences, on écrit des livres, mais à la fin de tout ceci, il faut être capable de mettre de côté tous ces discours-là et tous ces écrits sur papier et descendre dans la rue, prendre des briques et construire des routes. C'est ça le développement. Nous avons commencé malheureusement cette conférence avec environ 1 heure de retard. C'est une responsabilité qui est partagée. C'est un tort qui nous est commun. Mais le temps est la parcelle sur laquelle se construit le développement.